La valeur sociale des contenus web, un thème qui me tient à cœur et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, annoncé dans une vidéo précédente. Alors, de quoi s'agit-il ? On parle ici de ce que valent les contenus rédactionnels publiés sur le web en tant que tels, c'est-à-dire liés à la façon dont les lecteurs les reçoivent. On rejoint ici les études de réception publiées au milieu du XXe siècle, mais encore pour moi d'actualité, avec notamment l'auteur Hans-Robert Joss, que je vous conseille, qui m'a servi de référence pour la rédaction de mon mémoire de sociologie des médias consacré à une série télévisée des années 90, bien avant l'heure du succès des séries et de, malheureusement pour moi, l'apparition d'Internet. Je rappelle que j'ai vu Internet arriver en France dans les années 90. Bref, ça c'est lié à mon âge, génération X. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais d'abord vous montrer le bouquin, La tête qu'il a, publié aux éditions Gallimard. Ça ressemble à ça, pour les curieux, voilà. Pour une esthétique de la réception, Bibliothèque des idées, Hans-Robert Joss, aux éditions Gallimard. Voilou. Alors, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que l'idée principale, c'est qu'un contenu littéraire, et par extension, en tout cas pour ce qui nous intéresse, un article, une poésie, un film, une vidéo, n'a de valeur que si elle trouve un écho auprès du public. C'est donc le public qui va définir sa valeur, et non pas le contenu. En tant que tel, ça veut dire que, si on poursuit la réflexion, le contenu n'a pas de valeur intrinsèque, s'il est évalué uniquement par son auteur ou par les experts d'un domaine, quel qu'il soit. Là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. On creuse un peu avec Hans-Robert Joss, qui envisage le sens d'une œuvre en partant du postulat suivant. Je lis, mais c'est pour nous aider à comprendre tous. La relation entre l'homme et l'œuvre est un dialogue. L'homme étant habité par ses propres questions et l'œuvre lui fournissant certaines réponses. Cette complémentarité dans la dialectique intersubjective, ça c'est l'auteur qui le dit, c'est le point de départ dans la construction de tout son édifice théorique. Au fur et à mesure des réponses trouvées par les lecteurs et des questions soulevées par le dialogue entre l'œuvre, donc l'article, pour nous rédiger l'article web, l'homme il va construire une interprétation, une signification qui lui est propre et qui donne à celle-ci sa valeur et sa contemporanéité. Voilà, donc tout est dit ici, je trouve, c'est en quelque sorte son pouvoir de trouver au sein de la société, et donc du web aujourd'hui, on parlait de société à l'époque, il n'y avait pas le web, il n'existait pas, une résonance particulière. Message envoyé vers les lecteurs, aujourd'hui on parle des internautes, l'œuvre, quand elle est reçue par l'esprit du lecteur, et pour ainsi dire relayée dans sa course, elle prend alors une dimension sociale et sa fonction de communication, qui lui fait transmettre des modèles et des normes d'action. On y reviendra plus tard sur ce que peut véhiculer un article ou presque un modèle de société tel qu'il existe sur le web. Ça rejoint aussi des études culturalistes et des auteurs culturalistes comme Edward T. Hall, qui lui de son côté souligne que s'il n'y avait pas de diffusion transparente, quel que soit le souci des émetteurs. Il dit que encoder et décoder, donc lire et rédiger et lire à chaque extrémité du circuit de communication, c'est-à-dire du côté du producteur, du côté du consommateur, il s'élabore une signification particulière du message transmis. Là, on est plus proche en termes de temporalité d'Internet, puisqu'on est là dans les années 1980. Les écoles culturalistes et le courant culturaliste qui vient des États-Unis. Donc, quand je rédige, j'encode selon ma propre vision du monde, et quand je lis, je décode selon mes propres vues et en fonction de la position que j'occupe dans l'espace social. On rejoint ici un peu
un phénomène de lutte des classes. Donc ces analyses, elles peuvent sembler contradictoires pour des outils qui proviennent de disciplines antagonistes aux sciences sociales et littéraires, comme les maths, qui sont elles-mêmes à la source des algos des moteurs de recherche, qui sont eux-mêmes à l'origine des classements et du référencement des différents contenus rédactionnels. Mais ça, en fait, ça n'est pas tant que ça. Ça fait d'abord écho, je trouve, aux guidelines de Google sur le sujet, que je me permets de rappeler ici, qui donne la priorité au contenu People First, au Web Full Content et au respect de l'EEAT. Alors, on rappelle, et là, je vais à nouveau vous montrer de quoi il s'agit. Je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais on privilégie, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Google. On est sur Google Search Central Blog sur la documentation. On privilégie les contenus axés sur l'humain. Donc déjà voilà, c'est assez clair. L'objectif de la mise à jour dont on parle ici, qui était la mise à jour de 2022, qui a été réévaluée en 2023. Et enfin, à l'intérieur des mises à jour de 2023, il y a des éléments des mises à jour précédentes. Des contenus axés sur l'humain, des contenus qui ne doivent pas être axés sur les moteurs de recherche. On parle aussi, évidemment, d'audience ciblée, d'un contenu qui démontre une expertise, une connaissance. Un internaute qui lit votre contenu se sentira-t-il suffisamment instruit sur un sujet. L'internaute qui lit vos contenus aura-t-il l'impression d'avoir vécu une expérience positive? Donc on parle bien d'éléments quand même assez humains. On est bien là-dessus. On peut aussi se tourner vers un article d'Abondance, un super blog que je vous conseille, qui en mars 2024, il rappelle que à l'occasion de la Core Update, donc là on est plus proche de nous d'aujourd'hui, Google a fait en sorte de ne plus utiliser de système séparé pour évaluer le contenu utile, l'évaluation se faisant désormais au niveau de la page par les systèmes principaux de Google. Donc fin du Web Full Content System, ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrête d'évaluer les contenus par rapport à leur utilité. On évalue le site et son utilité page par page, donc à chaque page. Et les signaux de qualité sont toujours humains, puisqu'on voit ici. Les systèmes identifient des signaux qui aident à déterminer quel contenu démontre de l'expertise, de l'autorité, de la fiabilité. Et on parle aussi également de l'importance accrue de l'EEAT, comme toujours, et d'arrêter de faire des choses et des textes donc pour Google. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. Enfin, moi je trouve que c'est quand même vachement clair. On rejoint là, ici l'idée aussi, et c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo sur la valeur sociale des contenus, que on rejoint l'idée de l'ADN des startups de la Silicon Valley, ADN qui est basé essentiellement sur la bonne circulation de l'information et sur la facilitation de la communication entre les êtres humains. On pourra revenir là-dessus aussi sur l'ADN de la Silicon Valley, parce que c'est intéressant, je trouve, qu'il y a un mélange de contre-culture américaine et de libéralisme, voire du libertarianisme aujourd'hui. Donc c'est un mélange très contrasté d'éléments qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont liés de manière dialectique à l'intérieur de cette culture. Et ici, je voudrais rappeler les missions que s'est données et que se donnent encore les startups de la tech de la Silicon Valley, d'où partent tous nos produits qu'on utilise aujourd'hui sur le net, les logiciels et les outils. C'est offrir à l'humanité, j'ai résumé, des logiciels et une infrastructure permettant d'abord aux humains de développer leur potentiel, ça c'est très important, à la société de devenir une société régulée par un ordre naturel plus juste, permettant de créer une société plus verte, de faciliter la circulation de l'information, de faciliter le progrès technique, de régler les problèmes du monde et d'organiser le monde et son chaos dans une logique issue des conclusions de la cybernétique, trouvailles issues, nées après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je pourrais revenir là-dessus aussi plus tard si ça vous intéresse. Et enfin, pour conclure, on rejoint également les mises au point de Sylvain Perronnet
dans un post LinkedIn dans lequel il rappelle les fondamentaux historiques de la création de contenu du SEO, qui sont la pertinence, la crédibilité, l'autorité, des paramètres directement liés à la perception des lecteurs. Et là, je me permettrai, pour conclure, de citer Laurent Bourrelli, pour qui le seul algo à hacker quand on produit des contenus, ce n'est évidemment pas celui de Google, mais celui de la cible, donc de l'humain. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous aider à créer vos contenus, pour nous aider tous à réfléchir sur ce qu'on fait à l'heure de l'IA, de revenir aux fondamentaux. Je me permets de montrer le post de Sylvain Perronnet, je le trouve assez intéressant. On entend en ce moment deux termes différents, SEO LLM et Generative Engine Optimization GEO, pour désigner la même chose. Il souligne, c'est présenté par certains comme une rupture totale, comme si le SEO des temps anciens devenait inutile. Pour lui, c'est faux. Le SEO classique reste le socle, voilà, il le dit ici, mais il faut ajouter quelques briques pour prendre en compte le fonctionnement des LLM, notamment leur mécanisme de synthèse et le RAG. Je pourrais vous expliquer plus tard le RAG. Donc voilà, du coup, le GEO, pour lui, c'est surtout un terme marketing. D'autres diront que c'est du bullshit. Mais on trouve derrière les fondamentaux historiques, je viens de les citer. Voilà, les recettes miracles n'existent pas, et toujours pas, évidemment. On réinvente pas la roue, on revient aux fondamentaux, et c'est pourquoi j'ai voulu aussi rembobiner un petit peu sur, effectivement, d'où vient le web, d'où viennent les contenus rédactionnels, et en quoi la sociologie des médias et en quoi les analyses issues du milieu du XXe siècle et des années 80-90, qui, moi, m'ont servi à faire de la sociologie des médias, à analyser les séries télévisées, sont très utiles aujourd'hui pour envisager et donner du sens à tout ce qui nous est proposé aujourd'hui par la folie des outils IA, qui sont surtout des jouets, et qui ont pour effet, je trouve, de déboussoler tous les professionnels du secteur en créant une hype qui est, je trouve, mortifère pour la maîtrise de nos métiers et pour garder le fil de ce que nous faisons, c'est-à-dire produire des textes qui ont du sens pour les lecteurs et qui leur rendent service. Et en cela, on rejoint l'ADN du web, qui était évidemment apporter des solutions aux gens qui ont des problèmes concrets dans leur vie de tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Allez, portez-vous bien. Ciao à tous.